Sur cette chaîne, on aime bien regarder les vidéos d'architectons. Ça fait partie des vidéos YouTube qui sont un peu moins directement politiques, auxquelles on a pas mal react historiquement sur cette chaîne Twitch, parce qu'elles sont super bien. Il y a une vidéo qu'il avait fait sur les arts and crafts et Tolkien, c'est comme ça que j'ai découvert. J'ai été en mode genre, mais la vidéo est trop bien, trop bien. Surtout que j'aime bien l'architecture, même si je connais un peu que dalle. Ça fait partie des choses qui m'intéressent. Et donc on va regarder Architecton. Voilà, la dernière vidéo d'Architecton, qui est un YouTuber architecture que je vous conseille vivement. Si vous n'êtes pas déjà abonné, c'est vraiment super bien ce qu'il fait. En plus, le gars est grave cool. On a pas mal discuté par MP et tout, genre, il m'a connu via un react que j'ai fait sur lui, et cetera, et vraiment le gars est archi sympa et ses vidéos sont vraiment banger. Donc voilà, je fais la promo. Allez-y les yeux fermés sur Architecton, c'est validé. Voilà. Donc là, c'est une vidéo sur, je sais pas trop, hein, c'est un peu improvisé, on n'avait pas prévu de regarder ça. Archéologie, ces villes utopiques qui devaient sauver la planète. Donc à un moment donné, ça parlait de villes utopiques qui devaient sauver la planète apparemment. Bon, a priori, ça n'a pas été fait. Mais on va regarder ça, c'est intéressant. Ça sera l'occasion de parler un peu d'écologie et d'architecture. Voilà, avec quand même une dimension évidemment politique là-dedans. Si vous venez uniquement pour la politique sur cette chaîne, que ça soit sur Twitch ou sur YouTube, abonnez-vous. Bon, voilà, ça commence à être un peu politique. Donc c'est parti, let's go. Et attendez. Et en même temps, en même temps, je vais me bouffer un poulet curry coco que j'ai fait moi-même, très bon, avec plein de protes. Ça me fait penser à l'énième scan, The Line. Oui, l'espèce de long truc utopiste là, de ville verte, tout en longueur là, dans le désert en Arabie Saoudite ou je sais pas quoi. Ménopole. Du grec oikoumene, le monde, et polis, la ville. Attendez, on a loupé le tout début. Œcuménopole. Ouais. Du grec oikoumene, le monde, Ouais. et polis, la ville, ce terme désigne une planète intégralement urbanisée. Coruscant dans l'univers de Star Wars, ou Trantor dans le cycle Fondation d'Isaac Asimov, sont des œcuménopoles. Ce concept, c'est une seule ville qui fait toute la planète, par exemple. De science-fiction est pourtant l'achèvement d'un phénomène bien réel, celui de l'urbanisation exponentielle et incontrôlable. J'ai un pote, je vous en ai déjà parlé, mon ami Titouan. Si tu vois cette VOD, je ne sais pas. Salut, salutations. Un gros zinzin de Satisfactory. Moi aussi, j'étais pas mal zinzinesque quand j'étais sur Satisfactory. C'est devenu toute ma vie du jour au lendemain. Quel jeu de fou. Et lui, c'était encore pire que moi. Il a fini par pas le faire, mais son projet qu'il voulait faire, in fine, s'il voulait faire un Coruscant. C'est-à-dire que l'intégralité de la map de Satisfactory, qui est quand même bien grande, soit intégralement industrialisée, tout recouvert. Même si des trucs qui servent un peu à rien. Mais idéalement, il aurait aimé recréer Coruscant dans Satisfactory, enfin, un truc de la philosophie de Coruscant. Donc en fait, il avait envie de faire une œcuménopole. Il y a un mot pour ça, je savais pas. Intéressant. Satisfactory, jamais fini ce jeu. Moi, je l'ai platiné. J'ai tout fait dessus. J'ai fini la phase 5, là. J'ai la Golden Nut. Pas possible, il y a une limite d'objets spawnables. Ah ouais. Bon, de toute façon, après, il l'a pas fait parce qu'il a dû changer de carte graphique à cause de ce jeu. Hein. Il avait quasiment fini de faire son tout dernier projet. Mais au final, son ordi était en train de niquer. Il a changé de carte graphique exprès pour ça. C'est l'occasion d'upgrade, mais quel jeu Satisfactory. Incroyable. De notre planète. Au XIXe siècle, l'explosion démographique, l'exode rural et l'industrialisation font exploser la frontière autrefois nette entre la ville et la campagne, donnant naissance à la banlieue. Et au XXe siècle, un nouveau phénomène accélère l'érosion des espaces naturels, la périurbanisation. Ainsi, les aires urbaines et les mégalopoles pourraient à terme fusionner en une seule cité mondiale continue, recouvrant la Terre entière lorsque la dernière parcelle de nature aura disparu. Wow. Ça donne pas envie, ça. C'est bien la campagne. Bon, en vrai, est-ce qu'on a assez de ressources sur Terre pour faire ça? Je ne sais pas. C'est cool la campagne. Bon, il y a un peu trop de racisme et de chasseurs, mais c'est bien sinon. Ok. Pour l'instant, ça parle plus d'urbanisme que d'architecture. Un monde au bord de l'effondrement écologique, maîtriser l'étalement urbain est une urgence vitale. Or, un architecte a dédié sa vie à développer un concept radical, la fusion de l'architecture et de l'écologie, l'archéologie. Et le projet de construction le plus ambitieux jamais entrepris par l'humanité pourrait bientôt aboutir à la première archéologie jamais construite. D'où vient ce concept? Comment prétend-il combattre l'étalement urbain? L'archéologie a-t-elle une chance de sauver notre planète? Je n'ai jamais entendu parler de ce concept. Jamais. Mais c'est pour ça que la vidéo est intéressante. Ok, c'est cool. Architecture et urbanisme, c'est la même chose, c'est juste l'échelle qui change? Ah ouais? Après, ça dépend, parce que j'imagine il y a des trucs dans la... Ouais, si, remarque, c'est un peu pareil. Quoi. L'architecture, c'est à l'échelle d'un bâtiment, l'urbanisme, c'est à l'échelle des bâtiments, quoi. C'est un peu ça, non? Non, pas du tout. Je sais pas, moi, j'y connais rien. Non, pour moi, l'urbanisme et l'architecture, c'est pas tout à fait la même chose, quoi.
C'est un autre univers. Ouais, non, ouais. Si, du tout. Si, du tout. Je comprends rien. Bon. Urbanie, c'est pas que de l'architecture en vrai. Pour moi, non. Après, tu mets aussi des bancs et des arbres. Un architecte qui fait, par exemple, un immeuble avec des zones communes, il peut aussi réfléchir à ça. Il y a des similarités, mais il faut doser. Ouais, bon, peu importe. Je vais pas rentrer dans ce débat. Ça, c'est le débat d'architecte et d'urbanisme. J'en ai rien à foutre. Je suis streamer. Ok, allez, c'est parti. Vivre en ville présente bien des avantages. On est près des services, des événements culturels, des opportunités professionnelles, mais c'est aussi un Il y a moins de droits tard. environnement artificiel, étouffant, surpeuplé, bruyant, pollué, congestionné. La ville rassemble les activités, certes, mais aussi les problèmes sociaux, environnementaux, de santé publique. Au point qu'on finit par se demander, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle ? Faut-il vivre en ville ou la fuir ? C'est le dilemme qui structure les migrations résidentielles de la classe moyenne. Beaucoup de Français Moi, je suis là-dedans. J'ai grandi dans un endroit vraiment périurbain, mais genre le périurbain by the book, quoi. C'est un peu la banlieue, un peu la campagne, un peu la ville, un peu les champs, un peu les usines, un peu le tertiaire, un peu le secondaire. C'est très très mélangé et périurbain finalement. Et vraiment, moi, je suis dans ces trucs-là. À un moment donné, j'étais dans mon genre, oh, j'ai l'occasion d'aller habiter sur Paris. J'étais habité à Paris intramuros 3 ans dans le 18e, j'ai trop kiffé. Et après, j'étais dans mon genre, oh, on va s'éloigner un peu de Paris parce que c'est étouffant, puis c'est cher sa mère, quoi. On s'est retrouvé plus en banlieue parisienne, mais quand même assez près de Paris, 15 minutes, 20 minutes en RER. Et après, là, on s'est éloigné. Maintenant, je suis à 1 heure de Paname, quoi. Donc, les deux ont des avantages et des inconvénients, hein. Moi, ça me manque d'être un citadin, comme à l'époque. Je me dis, attends, à un moment donné, j'habite à Paris intramuros. Et du coup, je m'imagine qu'est-ce que ça ferait si là, j'habitais encore à Paris intramuros. J'aurais une vie assez différente. Il y aurait plein de trucs qui seraient super, quoi. Je pourrais aller boire des coups avec tout un tas de gens, faire plus peut-être de rencontres, de trucs comme ça, même pour sociabiliser, même pour ma carrière, entre guillemets. J'aurais des avantages en réalité. Là, je dois faire 1 heure de train, plus après le métro, dès que je dois faire un truc où je veux aller boire un coup sur Paris avec des gens, etc. C'est un peu moins pratique, mais là, le confort que j'ai à être quasiment à la Cambrousse, c'est trop bien, quoi. Je regarde par la fenêtre, je vois une forêt, quoi. C'est incroyable. Moi, ça, j'aime trop, en vrai. Donc, voilà. Moi, le périurbain extérieur de l'Île-de-France, mais quand même dans l'Île-de-France, c'est le compromis que moi, c'est proposé à moi et que j'accepte, parce que ça s'est fait un peu fait naturellement. C'était pas ce que j'avais prévu à la base, hein. Mais voilà, ça s'est goupillé comme ça et au final, bon, j'en suis plutôt bien content parce que j'ai le confort de la campagne et c'est un peu galère pour aller sur Paris parce que quand même, ça fait pas mal de transport, mais je peux le faire. Je peux le faire. Ville moyenne, c'est banger, je trouve. Bah ouais, voilà, il y a des entre-deux, quoi. Il y a entre-deux. Moi, mon entre-deux, c'est périurbain, mais quand même, ça ressemble pas mal à la Cambrousse chez moi, mais c'est en Île-de-France et je peux aller sur Paris si besoin. Même si jamais, par exemple, je dois rentrer au milieu de la nuit de Paris. C'est chiant de fou, c'est chiant de fou. Mais si jamais vraiment je suis coincé à Paris au milieu de la nuit, je suis dans la merde, il faut que je rentre chez moi et que j'ai pas moyen avec ma copine, par exemple, bah, on peut même prendre un Uber, ça coûte 50-60 euros, c'est cher, tu vois. Bon, on va payer 25-30 balles chacun en méga situation d'urgence pour pouvoir rentrer chez nous alors qu'on est coincé au milieu de Paris en pleine nuit. C'est cher, hein, je dis pas, mais ça reste une possibilité qu'on évite de faire dans le maximum, mais ça reste une possibilité. Donc je peux dire, mais oui, c'est super cher, mais on fait tout pour ne pas le faire. Mais ça a pu nous arriver de dire, bon, on sort beaucoup moins qu'avant. 60 ou 70 plus que 50, ça dépend d'où tu viens. Moi, ça a pu m'arriver de le faire. En mode genre là, vraiment, il y a un truc, j'ai absolument envie de le faire. Si jamais je me retrouve à faire ça, ça fait chier. Mais vu qu'on sort beaucoup moins qu'avant, en vérité, moi, mon budget sorti, depuis que je suis loin de Paris, il est tout petit par rapport à avant. Avant, je sortais tout le temps. Rien que ne serait-ce que mon budget des bars, c'était gigantesque, quoi. Donc là, je me dis, en vrai, si de temps en temps, le prix à payer, c'est que ma sortie à Paris, elle coûte plus cher qu'avant, mais du coup, j'en fais qu'une toutes les 3 semaines, en vérité, ça s'équilibre, vous voyez. Enfin, ça veut pas dire que ça donne une idée de là où j'habite, quoi. Ça reste quand même dans la zone d'influence de Paris. Pour un pecno, je suis un Parisien. Mais en vrai, là où je vis, à quoi ça ressemble, le confort que j'ai, ça n'a rien à voir avec Paris, quoi. Donc moi, je trouvais cet entre-deux qui est pas mal, mais les villes moyennes, typiquement, ça peut être un autre entre-deux qui est bien aussi, quoi. Voilà. Moi y compris, avons grandi hors Mais de ça, la le truc ville. de rentrer en Uber de Paris jusqu'à chez moi, c'est vraiment. On fait tout pour ne pas le faire avec Germaine Franchette. Mais ça a pu nous arriver en mode urgence, en mode bon, on s'est mal démerdé, c'est trop chiant, c'est trop pourri, vas-y, qu'est-ce qu'on va faire? On se retrouve dans la rue à errer jusqu'au premier train. Quel cauchemar! Bon, voilà, quoi. Moi, genre, putain, tu raques 30 euros, ça casse les couilles, mais voilà, parce que j'habite quand même loin de Paris. Mais je veux dire, j'habite loin de Paris, mais suffisamment près pour que si jamais pour rentrer en Uber, c'est cher, mais ça reste faisable en théorie, quoi. Voilà. Pour vous donner une idée. Mais on s'y est installé là pour où étudier j'habite. à l'université et y avons vécu les premières années de vie active pour ses aménités, les sorties, les cinés, les restos. Encore Mais arrivé à la trentaine, Attendez, quoi? On parle de moi, là, j'ai le même vécu, du coup. migration résidentielle de la classe moyenne. Beaucoup de Français, moi y compris, 30 euros, tu rêves. 30 euros à deux. J'ai 30 euros chacun. 30 euros chacun.
avons grandi hors de la ville, mais on s'y est installé pour étudier à l'université et y avons vécu les premières années de vie active pour ses aménités, les sorties, les cinés, les restos. Mais arrivé à la trentaine, on est fatigué du tumulte, on est plus stable, on commence à pondre et on aimerait bien que la progéniture grandisse dans un cadre de vie sain et naturel, alors on s'endette sur 30 ans pour faire le même choix que nos parents, acheter ou faire construire une maison avec jardin. Et la boucle est bouclée. Putain, il parle de nous, hein, Germaine, hein. C'est ce qu'il nous reste à faire, faut pondre maintenant, Germaine. Et Germaine, va falloir pondre, hein. Eh, si pond là. Pond-moi un héritier, un gosse. Pond-moi un fils. Quelle horreur. Quelle horreur, quelle horreur. En vrai, moi, c'est ça, hein, j'ai grandi à la campagne, en tout cas hors de la ville, en son endroit périurbain. Après, moi, c'est pas pour mes études, c'est après mes études. Mais avec Germaine, on a eu l'occasion de pouvoir s'installer à Paris, on y a été, pour notre vie de jeune actif qui commence à être un adulte, quoi. Et après, on s'est éloigné, et là, on retourne un peu, retour à la case départ, quoi. Voilà. Héritier, c'est le mot. Oh Seulement voilà, oui, il décrit, moi j'ai un parcours qui est vraiment assez proche de celui-là, hein, à part le fait de pondre. Tu veux pondre, Germaine Fourchette? On fait un gosse après la présidentielle. On fait un gosse après la présidentielle pour fêter l'élection de Jean-Luc Mélenchon. Si Jean-Luc Mélenchon devient président de la République, moi je te mets la pression pour faire un gosse, hein, je te le dis. Embrace the normie life. Bah ouais, un peu. Je l'appellerais Jordan, non, je l'appellerais Jean-Luc. vivre hors de la ville, c'est rarement habiter à la vraie campagne, hein, mais plutôt dans ces Bientôt je fais 75 kilos et je serai en dépression postpartum. Trop hâte. Moi je t'aimerais toujours, hein. limbes urbains que l'on nomme le périurbain, le lotissement pavillonnaire de banlieue. Et ce territoire est soumis à un paradoxe, celui d'être précisément la cause de la destruction de ce pourquoi on s'y installe. On s'installe en banlieue pavillonnaire pour se sentir plus libre, plus indépendant et se rapprocher de la nature. Et cette proximité avec la nature nous induit que l'on vivrait de façon plus saine, plus écologique qu'en ville. Alors qu'en réalité, eh bien, c'est tout le contraire. Alors oui, ok. pourquoi ? Déjà parce que le périurbain est un territoire aménagé par et pour le transport individuel. C'est bien parce qu'il y a la voiture qu'on Attends, peut... j'avoue, Onibaku, merci. Force aux femmes de 75 kilos, Germaine vous méprise. J'avoue, c'était quoi cette grossophobie tranquille là? Et ça se dit woke? Ça se dit woke? Il est où ton body positivisme, Germaine Fourchette? Ah, j'ai rien contre les gros, mais moi j'ai pas envie d'être grosse. C'est ça, quoi, vraiment? Bah, bravo, hein. C'est quoi ta justification? Je suis pas grossophobe, j'ai un ami gros? C'est quoi, je veux plus pondre avec toi, c'est fini. à la fois travailler en ville et vivre dans un pavillon. Et c'est bien parce qu'il y a la voiture et les pavillons qu'il faut construire les parcs commerciaux et les charmants parkings qui vont avec. Vas-y, bisous. Alors que quand on habite en ville, c'est plus pratique et moins cher de tout faire à pied, à vélo ou en métro. Ensuite, les appartements en ville sont plus compacts que les pavillons. Ils nécessitent moins de matériaux de construction, Le chauffage. moins d'énergie pour le chauffage. Conséquence, le bilan carbone d'un mode de vie périurbain peut être jusqu'à 2 fois plus important que celui d'un urbain. De fou. Mais ce Et n'est pourtant, c'est pour se rapprocher de la nature. Mais genre vraiment, pour affronter la crise écologique, faudrait tous devenir des citadins de ces morts, hein. Ça, en ref avec le. Ah non, c'est un enculé de citadin. Vous connaissez ce mème? Avec quelqu'un comme genre, c'est quoi cet oiseau? Quelqu'un lui répond, c'est une pie, enculé de citadin. Mais oui, c'est plus écologique. Paradoxalement, c'est pas si paradoxal, c'est plus écologique d'être en ville qu'à la campagne. Après, ceux qui polluent le plus, c'est les gens qui habitent en ville, mais qui ont aussi une maison à la campagne et qui prennent l'avion 7 fois par semaine, là, tout ça. Mais genre. Et l'archéologie fusionne les deux. Oh waouh! Après, moi, j'habite dans un endroit périurbain et tout, hein. Bah, après, je bosse de chez moi, ça va. Mais bon, après, voilà. La maison à chauffer, les déperditions. Là, la maison où on habite, c'est un F, le DPE. Et du coup, on a pris rendez-vous avec un truc pour savoir, éventuellement, pour des trucs d'isolation, pompe à chaleur, machin, mes couilles. On peut pas, c'est trop cher. pas tout. Les routes goudronnées et les réseaux, eau, égouts, électricité, fibres, gaz, sont des infrastructures publiques mutualisées. Mais tout cela est beaucoup moins efficient et économique quand on vit à faible densité. En clair, ça fait plus de béton, plus d'asphalte, plus de tuyaux et plus de câbles pour 10 fois moins d'habitants. Et comme chaque nouveau foyer veut son petit coin de Isole verdure, les murs toi-même. Ouais, mais c'est compliqué d'isoler les murs. Il y a plein de murs à isoler en plus, hein. Par l'extérieur, par l'intérieur, on fait comment? 10 ans de travaux pour moi, ça. J'y connais rien. Tu m'as vu? J'ai l'air de savoir isoler un mur, moi? Ce bobo gauchias pulapis qui a jamais soulevé un parpaing de sa vie? Je vais isoler mes propres murs? Moi, ribourgeois? Ribourgeois l'héritier? Moi, j'isole rien du tout, moi, je sais pas faire, hein.
plaisante. Mais oui, oui, peut-être que il y aura des trucs à faire. Extérieur en terre paille, let's go. Non, mais déjà, faudra faire. C'est des gros travaux, quoi. C'est des vrais gros travaux. Donc, à voir. Mais bon, bref. Alors, Mais il c'est vrai faut que la facture d'électricité pour la chaleur, quand il fait froid, t'es en mode genre, ah oui, ah ouais, ok. Ah d'accord. Ah, ça crame du fioul, hein. Effectivement, beaucoup plus qu'un appart. Quand on habitait dans le 18e avec Germaine, on mettait jamais le chauffage. Même l'hiver, souvent, on mettait pas le chauffage. Parce qu'en fait, il y avait la chaleur d'en dessous, la chaleur d'au-dessus et tout. Et c'était bien isolé. On avait tout le temps chaud. L'hiver, on mettait à peine le chauffage. Parfois, on ouvrait la fenêtre parce qu'on avait chaud. Alors que le radiateur, il était à peine mis. Quand on habitait à la porte de client, quoi. Ah, c'est une autre paire de manches, hein. C'est vrai qu'en termes de chauffage, c'est autre chose. Oh, non, merde. Ça, il faut que j'enlève les notifs Steam. J'ai d'abord enlevé. Mais là, il y a relais notifs Steam. Tout le monde sait que Groubignol, notre monteur, est en train de jouer à Clair Obscur Expédition 33. Donc Groubignol, qui est développeur en télétravail. Pourquoi je parle tout le temps des développeurs en télétravail? Groubignol, notre fameux monteur, notre cher monteur qui fait du très bon travail. Vous cherchez un monteur, travaillez avec Groubignol. Franchement, c'est testé, approuvé de fou. Vraiment, hein. Donc là, il est censé être en train de travailler. Il est censé être en train de développer en télétravail. À côté de ça, il écoute un stream en jouant à Clair Obscur Expédition 33. Voilà la réalité sur le terrain pour les développeurs en télétravail, hein. Non mais oui, c'est la pause repas, tranquille, j'ai ça pour rigoler. De toute façon, ça va, hein. De toute façon, après, lui, il est en freelance, hein. S'il décide de moins bosser, il bosse moins, c'est pas... Voilà, quoi. tendre à la zone pavillonnaire Il a toujours bien plus raison. loin de la ville et encore plus près de la campagne. En somme, l'étalement urbain qui préempte sur les espaces forestiers et agricoles est la cause principale de l'artificialisation des sols et de la destruction des paysages ruraux, faisant de l'urbanisation un phénomène proliférant et continu, ne laissant que des lambeaux de nature éparses morcelés entre les routes, les ronds-points et les pavillons. Mais si en Europe la périurbanisation est un phénomène mal anticipé, non planifié, en Amérique du Nord c'est tout le contraire, où le suburb fait partie de l'American Way of Life, où l'accession à la maison individuelle avec pelouse est un mythe culturel fondateur de la classe moyenne. Ça vous déprime, ça? Le fameux truc, le pavillonnaire. Voilà, la France moche, directement le message dans le chat. Est-ce que ça vous déprime, vous, la France pavillonnaire? Le monde pavillonnaire? Ça vous déprime ou ça va? Il y a des gens, ils sont en mode genre, ah, quelle horreur. Horrible. Ça me fait flipper ces banlieues. Oui. Oui. Tristesse, oui. Non. Oui, archi. Bah, ça va, totalement. Ça me déprime à mort. Cauchemardesque. Oui, oui, ouais, voilà, vous aimez pas. Bah, moi, il y a un côté, enfin, ça dépend, parce que là, c'est poussé à l'extrême quand on parle des States. Là, ça, c'est quand même angoissant. Mais moi, il y a un côté dans le pavillonnaire et dans le périurbain que j'aime bien parce qu'il y a plein de trucs culturellement qui sont associés à ça pour moi. Moi, ça me fait penser à des jeunes américains skateurs qui s'emmerdent et qui, je sais pas, tu vois. Ça m'évoque des choses que quand même j'aime bien. Et moi, j'ai grandi dans un endroit qui est. Après, moi, la ville où je suis, j'ai de la chance, en vrai, elle est jolie. C'est des maisons, mais c'est pas tant pavillonnaire que ça. Ça ressemble à la campagne. Il y a du cachet, quoi. Voilà. Mais des villes juste à côté, t'as des villes, c'est vraiment des pavillonnaires de chez pavillonnaire, quoi. Et moi, j'ai des souvenirs dans les endroits pavillonnaires à la con, qui sont des souvenirs d'enfance et d'adolescence qui sont cool, quoi. Moi, ça me rappelle, voilà, je me balade avec mes potes dans la rue, on s'emmerde, c'est soit on reste à jouer aux jeux vidéo, mais du coup, on a envie d'aller fumer des joints, et donc du coup, on va se balader dans la rue, dans des endroits pavillonnaires à la con, on fume des joints, on se balade, on boit des bières, on discute, on fait notre life, etc. Ça me rappelle des bons souvenirs d'adolescence et de ma vie de jeune adulte, quoi. Associé à pas mal d'emmerdements, mais aussi, bah, on s'emmerde dans ces trucs-là, et du coup, on fait des trucs ensemble, on rigole entre potes, quoi. Moi, j'ai plein de bons souvenirs qui sont associés à l'esthétique un peu pavillonnaire et tout, quoi. Après, il y a des endroits comme ça, c'est trop, c'est abusé de chez abusé, quoi. Mais c'était pavillonnaire, là, on était avant, c'était vraiment dégueulasse visuellement. Beson? Comment ça? Quand on était à Houille? Non. Ok, Orelsan, mais oui, c'est un peu le truc d'Orelsan. Moi, je trouve ça angoissant, mais en vrai, on se dit, oh, l'angoisse, l'angoisse, l'angoisse. Mais je me dis, moi, j'ai grandi dans des endroits un peu comme ça. Après, moi, je vous dis, j'ai la chance d'être dans un village dans une ville qui est plus charmante que ça. Mais je veux dire, j'ai passé mon adolescence, tous les gars que j'ai rencontrés au lycée, à qui j'étais méga ultra pote, ils vivaient dans une ville qui est vraiment pavillonnaire, quoi. Une ville, une ancienne ville ouvrière avec l'usine EDF juste à côté, etc., etc. Un endroit vraiment pavillonnaire, quoi. Très pavillonnaire. J'ai des souvenirs délicieux là-dedans, en fait. Et c'est un peu toute mon adolescence. Et le côté on s'emmerde, on fait du skate et on boit des bières dans ce truc pavillonnaire. Je sais pas, moi, il y a un truc qui me plaît un peu, du coup, avec le recul là-dedans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et surtout, c'est un truc qui est tellement déprimant. Il y a un côté où, en mode, si t'enlèves une part de cynisme de toi, tu te dis, mais en fait, c'est pas si déprimant que ça va. T'as une maison, un jardin, t'as des potes de lycée, bon, tu vas prendre la voiture pour tout faire, mais voilà, tu vois le truc des zones commerciales de cons, là. C'est déprimant, mais il y a un côté qui me déprime là-dedans. Mais à un moment donné où je me suis dit: «Oh, c'est pas si terrible!» Et en fait, c'est déprimant aussi parce que on se dit que c'est bah, je parle pas des raisons écologiques qui poussent à penser que c'est déprimant tout ça, quoi. Mais la pavillonnaire, way of life,
Est-ce que c'est si déprimant que ça? Et d'ailleurs, il y a des gens, mais plus à droite, qui essaient de réhabiliter ça en disant: «Bah ouais, le French Dream, s'habiter dans un petit pavillon un peu à la con avec une Clio 2 et 2 gosses et un clébard, bah c'est très bien. C'est très bien». Voilà. Et moi, ce truc-là ne me file pas la nausée du tout, quoi. Il y a pas de service, pas d'équipement, ouais. Après, c'est un mode de vie qui est moins stylé que la ville. Je préfère 1000 fois les HLM, je comprends tout à fait, quoi. Tu de la vie en commun. C'est vrai que là, ça manque de vie en commun de fou, quoi. Mais il y a aussi de la vie en commun, en réalité. Moins qu'en ville, mais il y en a quand même, quoi. Il y en a quand même. Il y a des lieux de vie en commun là-dedans et tout, quoi. C'est pas que la modernité capitaliste hyper individualiste. Il y a de ça, mais il y a pas que ça. Et moi, je suis persuadé qu'il y a pas que ça dans ces endroits un peu à la con pavillonnaire. Les gens qui y vivent, ça reste des êtres humains qui font des choses. Voilà, Individuelle. il y a plus de vie en commun qu'on ne le croit en campagne, mais dans la campagne, on se dit oui, ok, parce que puis à ce côté, c'est beau la campagne, quoi. Voilà, c'est beau, il y a du cachet, les petits villages. Personne critique ça d'un point de vue esthétique, on va dire. Le périurbain, le pavillonnaire, c'est différent, quoi. C'est différent. C'est mon enfance, c'est mon cauchemar. Ouais, non, mais je peux comprendre aussi. Il y a des gens, c'est leur enfance et c'est leur cauchemar. Ils ont fui ça très très fort. Et moi, il y a des trucs qui me déplaisent fortement là-dedans. Déjà, ça vote c'est la France qui vote Bardella, tout ça. Voilà, je vous le dis. Mais je sais pas. Moi, j'ai envie d'un peu d'avoir un contre-discours par rapport à cette esthétique-là qui, moi, me rappelle aussi des choses positives parfois. Pelouse est un mythe culturel fondateur de la classe moyenne. Le suburb est pensé comme une matrice territoriale hiérarchisée, zonée. Il y a pas de lieu de commun, tu reçois chez toi. Mais si, il y a le Basic Fit local. T'as la zone commerciale. T'as le McDo de la zone commerciale avec le Basic Fit à côté, et le Ikea parfois. Si, t'as des lieux comme ça, t'as le Super U. C'est vous qui voyez ça avec mépris. Alors, il y a des grands discours sur le mépris de classe, quoi. Il y a des grands discours sur le mépris de classe à gauche tout le temps en mode quoi? Ce gros beauf inculte, tu trouves que c'est un gros beauf inculte? C'est du mépris de classe. Et après, je suis en mode genre, mais non, le Cultura et le Basic Fit, ça peut être des lieux communs dans le périurbain et vous êtes tous Burk, immonde. Est-ce que ça serait pas du mépris de classe pour le coup? Bien plus que de associer l'inculture aux travailleurs et aux pauvres en disant oh mais non, faut pas faire de mépris de classe quand les gens ils sont cons. C'est vous les vrais méprisants de classe. La fête des voisins, voilà. Est-ce que vous savez ce que c'est d'être jeune, de s'emmerder, de se bourrer la gueule à la fête des voisins, une fois par an, avec les autres jeunes qui s'emmerdent dans leur pavillon. Les trois brasseurs. Entièrement dépendante de la voiture, où il est impossible d'aller chercher son pain à pied parce que... Quand je dis ça, je surjoue un peu ce truc-là. Moi aussi, un côté dans le périurbain où ça m'angoisse de fou, quoi. Mais justement, je me dis, on peut aussi voir. Il y a aussi un truc qui m'angoisse pas finalement là-dedans. Voir la au contraire, boulangerie vous l'aimez un peu n'existe pas. bien. 2, le Walmart est à des Le kilomètres. City en zone Stade, mais voilà, il y a un City Stade. Les jeunes, c'est juste qu'il n'y en a pas beaucoup des jeunes, mais ils trouvent des endroits pour se retrouver. Vous inquiétez pas. Life always finds its way. Voilà. Je trouve que l'humanité finit toujours par triompher à la fin. L'humanité qu'on a en nous. Donc si les gens ils s'emmerdent dans des zones sans âme, ils vont trouver un moyen de lui donner de l'âme. Moi je crois à ça. Typiquement, il y a un exemple pour ça. Vous savez que j'adore le skateboard, sinon je vous le dis pour ceux qui ne le savent pas. Cet enfer bétonné des États-Unis avec ces endroits moches. Tu te dis quelle horreur, quelle horreur. Et là-dedans, il y a tout un tas de gens qui ont réussi à faire de tout cet enfer bétonné, parce que c'est du béton lisse, pas mal aux États-Unis, créer une culture et rendre cet endroit stylé, se l'approprier pour le rendre stylé avec le skateboard, quoi. Vous voyez? Et donc moi j'ai un peu cette image-là, j'ai un peu une espèce d'image d'Épinal, un peu années 2000, jeune skateur périurbain, semi-white trash américain, avec une esthétique périurbaine pavillonnaire, mais réappropriée par une jeunesse qui s'emmerde. Moi je trouve ça beau quand même, voilà. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler un peu. commercial. 3, il y a de toute façon Mais pas oui, si t'appelles un banc un lieu en commun, ouais si tu veux, mais oui, voilà. Moi je parle de ça, il y a tellement de moments de vie. Des gens qui s'emmerdent, mais ils ont des souvenirs sur un banc, ils sont en mode ce banc-là, c'est là où on allait se retrouver avec mon pote, fumer des clopes, s'emmerder. Et ça reste des souvenirs incroyables, ça reste des lieux, des hauts lieux de leur vie, de leur jeunesse, quoi. Et ça, faut pas le mépriser. Ça, faut pas le mépriser. Ou pareil, Malcolm, c'est ça. Malcolm, c'est une famille de cassos dans une banlieue pavillonnaire de merde, machin bidule. Et pourtant, il y a une espèce d'esthétique, il y a un truc qui ressort de ça, qui est un peu stylé, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. trottoir ou de piste cyclable pour s'y rendre. Encore 2 à 4 fois moins dense que par chez nous, c'est un territoire dont l'échelle est proprement sidérante. Et à l'époque où en Europe, Le Corbusier et consorts théorisaient ce qui allait devenir la ville fonctionnaliste moderne, Frank Lloyd Wright concevait la Broadacre City, un concept urbain décentralisé où chaque famille devait recevoir une acre de terrain, soit 4000 mètres carrés. Comme beaucoup de ses concitoyens, l'architecte américain détestait la ville compacte. Attends, mais du coup, tu trouves ça cool que quand t'es jeune? Mais non, parce qu'après, t'es un daron, et tu te retrouves là-dedans, t'as des enfants, et tes enfants, ils deviennent jeunes eux-mêmes. Et t'es en mode genre, oh putain, regarde, mon fils fume du shit en s'emmerdant sur un banc avec ses copains de lycée. Ça me rappelle moi à son âge.
Je pense que je dis. Hein. Je suis même pas en train de plaisanter quand je dis ça. Je suis même pas en train de plaisanter. Ou alors vous pouvez fantasmer une vie de jeune urbain dynamique, hein, si vous voulez, mais qui fait du mépris de classe à la fin. Qui fait du mépris de classe. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Détestation provenant d'un héritage culturel complexe, mêlant mythe des On grands s'emmerde. On s'emmerde espaces, pas en ville peut-être. C'est la condition humaine de s'emmerder. idéal de la campagne puritaine contre la ville décadente, traumas industriels et tensions communautaires. Mais voilà, que ce soit Les enfants deviennent jeunes, deviennent des jeunes, des ados quoi. en Europe ou en Amérique du Nord, Oui, j'ai vu le Seigneur de Docton sur le skate et la suburb culture. Mais voilà, j'ai un peu cette esthétique-là en tête et tout, quoi. Justement, voilà, le mec qui s'entraîne à faire des ollies ici, là. J'ai vu le Seigneur de Docton, il est trop bien. Et il y a un film de Jonah Hill, c'est Jonah Hill, je crois, sur le skate, je sais plus comment il s'appelle. Il est trop bien, il est incroyable ce film. J'ai regardé ce film, j'ai quasiment pleuré devant. Mais dès le début, il y a des films, tu sais pas pourquoi, c'est l'intro qui te prend au trip. Souvent, c'est la fin des films où t'as des moments émouvants, parce que tu t'attaches au personnage. Et quand tu lâches la larmichette, souvent, c'est plus dans les fins de film que dans les débuts de film. Mid-90, c'est ça. C'est rare de lâcher la larmichette dans les 10 premières minutes d'un film. Si c'est ça, c'est vraiment le film, il t'a tapé dans le cœur, quoi. Il y a un film qui a réussi à faire ça très bien, c'est Là-haut. Le début du film, ça fait chialer tout le monde. On sait pas comment ils ont fait, trop fort. Bah, c'est la musique qui est très belle aussi. Mais Mid-90, moi, ça m'a fait ça. Juste la scène, en plus, moi, je l'ai vu, j'étais un peu pété au vin, c'était il y a longtemps. La scène où tu vois le petit qui a eu un skate qui est trop content et du coup il s'entraîne à faire des ollies dans son bac devant son garage chez ses parents. Il arrive pas à faire ses ollies, il se pète la gueule comme un con, mais il est en mode genre un jour je serai un skater, je m'entraîne à faire un ollie. Juste essayer de faire un petit saut avec le skate. Je sais pas, j'ai vu ça m'a ému, j'étais en mode genre waouh, je sais pas pourquoi le film est bien fait, ça m'a vraiment ému, j'ai eu la larme à l'œil en voyant ça, premier degré. J'ai même eu plus que la larme à l'œil, j'ai la petite larme qui a coulé comme ça, en mode genre oh waouh. Ouais, c'est parce que il est très précis sur la vibe de l'époque. Et je sais pas, ça m'a évoqué un truc. Je trouvais ça beau de fou, quoi. Ça m'a évoqué un truc qui m'a. Moi aussi, j'étais un peu ce petit-là qui essayait de faire un ollie sur son skate de merde en disant ouais, je joue à Tony Hawk Pro Skater. Et c'était un peu après les années 90, c'était début des années 2000, moi. Dans un endroit qui est pas si périurbain que ça, mais je sais pas, c'est un truc en mode genre, ça m'a touché de fou. C'était un peu le vin, mais vraiment, ça m'a ému pour de vrai parce que j'aime trop le skate et j'adore la culture skate, quoi. La culture du skate, je trouve ça incroyable. Vraiment, j'aime trop. J'ai énormément d'admiration pour l'esprit du skateboard, quoi. Voilà. la périurbanisation Ceux qui aiment le skate comprennent quand je dis ça, que c'est pas juste j'étais bourré et j'ai pété un câble, genre vraiment. Ceux qui aiment le skateboard et qui ont vu le skateboard, pardon, les vrais amoureux de la planche à roulettes qui ont vu Mid-90, on se comprend. Oui, j'ai joué au jeu Skate. Skate 2, un monument de mon adolescence. Monument de mon adolescence. pas soutenable. Et si à l'échelle individuelle on ne fait que le meilleur choix pour nous-mêmes et nos enfants naturellement, c'est bien à l'échelle collective qu'il faut redéfinir nos modèles urbains, car tout le monde ne peut pas vivre à la campagne. Quand on est urbain, vivre dans une ville dense est impératif, tant des points de vue écologiques, économiques, énergétiques, logistiques que social. Mais alors, comment créer une ville à la fois compacte, vivable et écologique ? C'est en cherchant des réponses à ce problème que je suis tombé sur ce concept fascinant né aux USA, la fusion de l'architecture et de l'écologie, l'arcologie. Et pour mener l'enquête, j'ai dû lire des sources en anglais, des articles, des pages internet, des extraits de livres. Problème, Arrête de faire des commentaires aussi drôles, Nibaku, c'est chiant. Je suis là, j'ai la bouche pleine, je suis en train d'essayer de me concentrer sur la vidéo. T'arrives, tu lâches un monument de commentaires comme ça. J'ai failli m'étouffer avec mon riz, quoi. Le skate et le punk rock, c'est le prime des blancs. Vous auriez dû tout arrêter à ce moment-là avant la guerre en Irak. Oui, c'est très précis et drôle. Et vraiment, tout à fait. Tout à fait. je suis une énorme... Non, c'est vrai, c'est drôle parce que c'est vrai, mais c'est dit d'une manière qui est drôle, quoi. Alors, très bon commentaire. quiche en anglais, j'ai jamais eu l'occasion de pratiquer dans ma vie quotidienne, alors j'ai beaucoup perdu depuis le lycée. Mais ça n'est pas une fatalité. Grâce à Rosetta Stone, c'est facile de réapprendre l'anglais. Ce que j'aime avec cette appli, c'est que l'apprentissage se fait par immersion. Ouais, bon, on passe la pub, hein, c'est bon. Voilà. Allez directement participer au Tipeee d'Architecton plutôt. Y a pas un Tipeee là? Je vous mets ça plutôt si jamais. Voilà. On va pas regarder la pub, mais je vous mets le lien du Tipeee d'Architecton dans le chat. Allez soutenir, c'est vraiment super bien ce qu'il fait. C'est vraiment très très bien. La découverte de l'arcologie. Ok, la ville à l'image de l'homme. La notion d'arcologie est née dans le contexte le plus antithétique à la notion de ville dense, à Phoenix, une ville américaine 100% suburbaine, dans le cerveau d'un élève de Frank Lloyd Wright, Paolo Soleri, architecte italo-américain né en 1919.
Véritable Léonard de Vinci du XXe siècle, ces carnets regorgent de croquis, de schémas, de plans et d'annotations obscures. Son œuvre est entourée d'une aura hermétique dont il est difficile de saisir la véritable nature. Il est considéré par beaucoup comme un génie et un mystique, mais c'est surtout l'apôtre d'un nouvel âge qui va rassembler dans le désert Un mystique, carrément. de l'Arizona des milliers d'étudiants, d'apprentis et de bénévoles dans une quête folle, l'édification de la première archéologie sur Terre. Ça n'est donc C'est le pas gars des un Earthships. Je sais pas ce que c'est les Earthships. Attendez. Earthships? C'est des vaisseaux où tu peux... Attends. Un géonef. Un géonef, aussi désigné sous le terme anglais de Earthship, est une habitation respectant l'environnement auto-construite à moindre coût en se basant sur la récupération et le recyclage des matériaux. Elle est conçue pour être autonome des énergies fossiles, autosuffisante. Moi, ça, j'aime trop. Hein. C'est Loki, mon rêve d'habiter dans une maison comme ça avec Germaine. On s'était même renseigné sur comment. Est-ce que c'est un délire inatteignable ou est-ce que vraiment, si tu en as les moyens, tu peux faire des trucs comme ça? Ouais, les maisons de Hobbit, là. Les maisons semi-enterrées, etc. Là. À un moment, on s'est vraiment renseigné dessus pour voir est-ce que si jamais on se disait vas-y, c'est le projet de toute une vie, est-ce que c'était seulement réalisable ou vraiment c'est galère? En vrai, c'était galère. En tout cas, c'est hors de nos budgets, clairement. Mais j'aime trop. Hein. Bon, celle-là, elle est pas spécialement belle. Et ça fait des intérieurs qui sont originaux et cool, quoi. Et puis c'est super écologique et tout. Moi, j'aime vraiment bien. Là, il n'y a pas d'exemple incroyable non plus, mais même ça, j'ai des trucs comme ça. Chaque fois, ça donne des trucs qui sont très ouverts avec des grandes baies vitrées, des plantes et tout. J'aime trop. Hein. Bon, celles-là, elles sont un peu atypiques, on va dire. Mais ça, voilà, ça par exemple. T'habites là, t'es le roi du monde, quoi. Contre, il faut vraiment pas reprendre le modèle américain car c'était conçu pour des climats chauds et secs. Ouais, oui, probablement. Mais genre, t'habites là-dedans. Moi, la maison de mes rêves, c'est une maison comme ça. Hein. C'est pas une. Ah, si, après, une belle maison de maître dans une ville stylée, dans le centre-ville. En vrai, bon, elle est stylée, je dis pas. Hein. Je sais pas, une maison dans le 20e, là, 19e, 20e, pas dans le début de Chaumont, t'as des coins avec des maisons à Paris, là, vers Gambetta et tout, là. En vrai, voilà, si je pouvais avoir une maison à Gambetta, à Paris, là, je crois que c'est Gambetta, je sais plus. En vrai, en termes d'habitat, c'est le mieux, quoi. T'as le confort d'une maison en étant directement à Paname, pour moi, ça serait vraiment incroyable. Mais bon, c'est une maison qui coûte plusieurs millions d'euros. Et la taxe foncière, je t'en parle même pas. Hein. Oh, la taxe foncière, laisse tomber, on peut plus vivre à Paris. Mais sinon, en soi, dans l'absolu, sans que l'emplacement géographique soit pris en compte, ça, c'est vraiment, c'est vraiment un peu le genre de maison de mes rêves, quoi. Celle-là ou une autre, mais ce genre de maison. Quoi. Ok, ouais, ça a l'air de rejoindre un peu ça, du coup. L'archéologie. concept Mais du récent. coup, je sais pas si. Pardon. Je sais pas si c'est le même gars. Il s'appelait comment le gars dont il parle? J'ai oublié. Michael Reynolds? C'est lui? Lui ou pas? Il y en a Phoenix ou pas? Ohio, non, c'est pas lui a priori. Ah bah tiens, c'est une maison de Michael Reynolds qu'on vient de voir. Ok. C'est pas le Il même. date Ok. de 1969. Mais alors, qu'est-ce qu'une archéologie? Tout est dans cet ouvrage qui fera date dans l'histoire de l'architecture, Archéologie, la ville à l'image de l'homme. C'est un livre rare et culte dont il existe un exemplaire dans les fonds de la bibliothèque municipale de la Part-Dieu qui a eu la gentillesse de m'autoriser de le filmer. Stylé. Et rien qu'en le feuilletant, on sent qu'on s'embarque dans une aventure mentale vertigineuse. Classe de fou le bouquin. Déjà, même la forme du bouquin, c'est un bel objet, quoi. Et les schémas, comment c'est dessiné et tout, là, c'est vraiment stylé. Le livre contient 2 parties. La première est théorique, illustrée de diagrammes et de vecteurs. La deuxième est la compilation de 30 archéologies. Mais je sais quoi ça? C'est de la. C'est de la SF ou quoi? C'est archi beau. C'est ultra beau. T'as l'impression que c'est des bouquins de préparation d'un grand épopée science-fiction en livre ou en film ou je ne sais quoi là. Incroyable. Hein. Au nom d'inspiration biblique et Beau de fou. futuriste. Nova Noah, Infrababel, Arcanion, Astéromo. À première vue, ça ressemble plus à un artbook d'univers de space opéra qu'à Voilà, un on est ouvrage de d'accord. théorie architecturale. Mais restons ouverts. Et dès le chapitre 1, on peut lire « Les forces antivectorielles s'amassent dans les réservoirs illimités de l'entropie. Les forces provectorielles s'évertuent à consommer ces réservoirs par un processus que nous appelons... » C'était dans les années 70? C'était au début des années 70? Ouais. Ah, les ravages de l'activisme de Timothy Leary sur la société américaine. Hein. C'est ce que j'ai à dire. Hein. Ah. L'opération MK Ultra, ça donnait ça au final, quoi. Voilà. Après, j'aime bien la culture hippie. Timothy Leary, pour ceux qui savent pas, c'est le mec qui a popularisé et fait la promotion du LSD aux États-Unis. C'est vraiment genre, tout le monde devrait prendre du LSD, c'est trop bien. Pourquoi tout le monde n'est pas sous LSD? Putain, j'adore. Et puis au final, c'était plus ou moins un scammer bizarre. Hein. Timothy Leary, c'était un personnage
assez intéressant. Mais du coup, à partir de 66, ça a commencé à consommer du LSD. Ça a explosé en 1967 avec le fameux Summer of Love. Après, il y a eu Woodstock, machin bidule. Et début des années 70, ça prenait encore pas mal, mais le mouvement hippie était quand même en train de s'effondrer. Mais du coup, ouais, l'architecture lysergique un peu, on est d'accord. Hein. Là, ça sent un peu le début des 70s. Ça sent que le mouvement hippie, il est encore un peu prégnant aux États-Unis. Hein. Ici, Et je dis ça, moi, estéto-jeunesse j'aime du beaucoup réel. tout le délire un peu hippie et tout. Il y a un côté cringe et insupportable. Mais il y a un côté, je vais pas mentir, j'aime trop. En vrai. Voilà, non, faut pas lutter contre qui on est. Je suis un peu un sale babos de merde. Donc quand les trucs comme ça, j'aime bien quand même. Processus et fins, eux-mêmes étoffent de la vie. Tout un programme. J'ai passé des jours à tenter de décrypter ce message, espérant trouver la solution ultime à la ville compacte et écologique. Et donc, laissez-moi vous conter Arcologie de Paolo Soleri. Ok. Dis-nous tout. L'existence moderne poursuit un mirage, celui d'une abondance illimitée, de confort et de villes paisibles. Mais ce rêve se heurte à la finitude du monde. En voulant abolir la contrainte, nous avons étouffé Attends, c'est à date du début des années 70 là. Là, il est en train de lire le bouquin. Parce que ça parle d'écologie, t'as l'impression qu'on est en 2020. Hein. l'élan vital. La vie naît de la densité, de la tension, de l'effort, et non de la tranquillité que nous érigeons en idéal. L'automobile souveraine a détruit la ville traditionnelle et a dissous ses frontières. C'est vrai. Et la banlieue s'étale toujours plus, dévorant les dernières poches de nature, annonçant l'ère d'un urbanisme sans limite, l'œcuménopole. Mais la Salut vie Salvagraph, et on le regarde la dernière contraire- vidéo de l'architecton sur l'arcologie, un concept à mi-chemin entre l'architecture et l'écologie. C'est hyper intéressant, chaîne YouTube banger de toute manière, j'ai jamais été déçu. de la dissipation. Elle est un point d'entropie négative, résistance au chaos. Si l'architecture est l'ossature des sociétés, alors la ville doit elle aussi devenir une forme dense, tendue contre l'entropie. Un milieu où les forces humaines ne se dissipent plus, mais convergent. Notre réalité est constituée de propriétés émergentes de plus en plus complexes, le tout devenant J'aime trop cette esthétique début 70s, papier découpé, effets spéciaux un peu low budget sur les bords. J'aime trop ça. mais convergent. Cette Notre esthétique-là, réalité cette est esthétique. constituée de propriétés J'ai même émergentes pas d'exemple de trucs de cette esthétique en tête, mais c'est assez précis. Et ça se voit que c'est début des années 70. Pas fin des années 60, pas fin des années 70. Ça, c'est l'esthétique 1971. C'est POF, tu es en 1971. Voilà. de plus en plus complexes, le tout Ouais, devenant les trucs soviétiques, supérieur ça fait à penser la à ça somme aussi, de ouais. ses parties. Ainsi, des atomes inanimés émergent les composés organiques. De l'organique émerge la vie biologique, notamment l'humain. De l'humain émerge la Merci Drakewan conscience. pour le sub. De Merci la beaucoup. conscience émerge la civilisation. De la civilisation émergent les savoirs naturels et techniques. Par extrapolation, nous savons que l'étape suivante de l'évolution Oui, émergera voilà, la plaine sauvage, il y a des trucs de la plaine sauvage, ça fait penser à cette esthétique de fou. Plaine sauvage, trop bien. Vous connaissez la plaine sauvage? Je remets ça juste après. Non, ouais, de la je remettrai ça juste après parce qu'en vrai, mais là, puisqu'on parle de ça, j'ai envie de faire un petit tunnel. Vous connaissez La Planète Sauvage? C'est un dessin animé franco-tchèque, je crois, quelque chose comme ça, qui date des années 70. C'est super bien. Ça date de ça, début des années 70. Et la BO est trop stylée. Et ça, j'avais vu quand j'étais tout petit, j'avais un souvenir extrêmement enfoui et bizarre et tout. Et je l'avais revu à mon adolescence quand j'étais passionné des années 70, de rock progressif et compagnie. C'est 73 La Planète Sauvage. Et la musique est trop bien. Avec ces bonhommes-là, là. Cette espèce de bonhomme bleu. Utopian scolastique, l'esthétique. Ah, ok. C'est vraiment bien. Il n'y a pas la musique, le chef-d'œuvre français inconnu. C'est sauvage. Pour moi, la planète sauvage, c'est vraiment. C'est l'esthétique early 70s avec la musique qui vient appuyer tout le truc et tout. Et moi, de base, faut savoir, je suis un gros fan de rock progressif et compagnie. Et pendant un moment donné, j'étais un gros nerd de merde. J'écoutais que 90% de la musique que j'écoutais, et je n'exagère pas, c'était la musique sortie entre 1969 et 1974. Et je dis pas les dates au hasard, hein, je dis pas 75, 76 ou je ne sais quoi. C'était vraiment entre 69 et 74. Et du coup, cette période-là, artistiquement, enfin, sur certains trucs, vraiment, je reconnais bien et j'arrive quasiment à reconnaître parfois l'année de production d'un truc à l'année près. Je suis en mode genre, ça sonne comme du 71, ça. Ah non, c'était 70, vous voyez. Et ça pue les 70s, ça pue le early 70s. C'est vraiment une esthétique entre guillemets, que j'adore, quoi. Voilà. Bref, allez, on reprend. Donc oui, là, c'était en train de vulgariser, à la d'expliquer somme le de bouquin. ses parties. Ainsi, Ça, là. Attends, focus. Attention. Là, ça va être un peu en mode genre des grands trucs un peu philosophico-scientifiques. J'aime bien, en vrai. des atomes inanimés émergent les composés organiques. Ouais.
De l'organique émerge la vie biologique, notamment l'humain. Ouais. De l'humain émerge la conscience. De la conscience émerge la civilisation. Ok. De la civilisation émergent les savoirs naturels et techniques. Par extrapolation, nous savons que l'étape suivante de l'évolution émergera de la somme des savoirs. Cette métaconnaissance qui propulsera l'humanité vers son accomplissement final nécessitera une densité critique de connaissances et de liens entre les humains. La surface, sans épaisseur qu'est la ville, doit donc être compactée pour faire Il y a un côté un peu New Age, un peu zinzin New Age sur les bords. Mais je trouve ça intéressant quand même. Les trucs de zinzin New Age, c'est naze. Et les trucs, j'aime un peu bien. Ça, j'aime un peu bien, quoi. En vrai, c'est un peu foutraque, mais je sais pas. émerger ce nouveau Pluribus, ça parle de ça, là? Ça rejoint ces thèmes-là, Pluribus? J'ai pas regardé, je sais même pas de quoi ça parle. stade de conscience. En empilant dans la verticalité plusieurs centaines de couches de technologies, de réseaux, d'infrastructures et d'activités humaines, la ville du futur condense le temps, l'espace et la matière. Sa taille est alors réduite Attends, il y a écrit méga machine cosmique. Ah, ça va être un peu allumé quand même. Hein. J'aime au bien quand centième, même. tel un métacerveau constitué d'un réseau neural de couches technologiques et sociales. L'archéologie est le vaisseau canalisant les forces humaines et synthétiques. Ce métacerveau est constitué de la somme des individualités humaines connectées ensemble par un cerveau cybernétique central au pouvoir de décision logique et super rationnel. Basé. Il organisera l'agenda de chaque citoyen pour une efficience maximale. Attends. Libérés du labeur grâce à l'automatisation alors. et à la cybernétisation du travail, les humains n'auront qu'une simple alternative, l'oisiveté ou la créativité. Cette société du loisir fera du travail un acte volontaire et C'est désintéressé. ce qui m'empêche de me rouler un joint là en regardant cette vidéo en vrai. Ah non, je vais faire mon sport après. Et le don de soi permettra de créer une culture propice à un univers esthétique, libéré du racisme, de la bigoterie, de l'avarice et de la peur. Archéologie est la contraction d'architecture et écologie. C'est une C'est méga littéralement Star Trek. Il y a un truc qui me plaît un peu là-dedans. Hein. C'est un peu allumé, mais il y a un truc qui me plaît là-dedans. Un truc qui me plaît un petit peu. Twitch aussi peut-être, lol? Non. Dans les ganettes de Twitch, c'est une plateforme américaine, c'est légal la weed là-bas. De toute façon, après, moi je fume pas de cannabis, c'était une blague, je fume du CBD. structure, créant son propre climat et son propre paysage urbain. Une topographie artificielle comprenant plusieurs strates, accueillant une population massive. Cette ville tridimensionnelle entièrement piétonne compacte flux, énergie, communication, biens et services, afin d'atteindre une efficience. La voix off, c'est Bad Mulch. J'avoue, il y a un truc un peu. J'avais jamais. Vous êtes d'accord ou pas? Vous êtes d'accord? Il y a un truc ou pas? Dans la voix, dans le timbre, un peu. Pas trop dans la prosodie. Oui, je valide. Dans le timbre, hein. Dans la manière de parler, pas tant que ça, mais dans le timbre un peu. Flux, énergie, communication, biens et services, afin d'atteindre une efficience logistique et énergétique maximale et d'éviter tout gaspillage de terre, d'énergie et de matière. À l'échelle mondiale, les archéologies sont reliées entre elles par des villes linéaires, de minces corridors urbains préservant les espaces naturels dont le cœur est dédié au transport et à la communication et dont les fondations accueillent des usines cybernétiques. Les archéologies tirent parti de leur environnement. Sur Terre, elles forment de colossales superstructures. Il est donc opportun de les fusionner avec de grands ouvrages techniques, eux aussi nécessitant une mobilisation de ressources importantes. Ainsi, barrages, digues, viaducs, autoroutes peuvent être combinés aux archéologies pour habiter ces structures sans vie. Sur ou sous les mers, les archéologies exploitent les ressources océaniques. Elles sont une solution. Pas comme Tielman plutôt. Bon, ça, il a mi-chemin entre Bad Mulch et pas comme Tielman. Je sais pas. Si tu regardes la vidéo, architecton, fais pas gaffe à ce qu'on dit, on est bête. Pour les pays subissant une grande pression foncière comme le Japon. Quant à la colonisation de l'espace par les cosmonautes, elle ne pourra se faire qu'en produisant un environnement acceptable des points de vue psychologiques et biologiques, c'est-à-dire une archéologie. Et bah, sacré concept, hein. Bon, on sent que c'est devenu les années 70, plus personne est ambitieux comme ça de maintenant. Pour une simple et bonne raison, c'est que bah le capitalisme c'est un peu de la merde. Et du coup, on est en mode genre, dans les années 70, il y avait ce côté, waouh, de quoi sera fait la vie dans 50 ans? Ah, bah on est dans 50 ans, on est 50 ans après les années 70, on est pile 50 ans après ça là. Bon, on a TikTok.
Et le Xanax. Et Elon Musk. Et le contenu génératif par IA slopesque. Et le fascisme. Et ChatGPT, ouais. Et on a le conglomérat Disney, Marvel, Cinematic Universe, Star Wars. Ouais, on a le brainrot, CNews et tous les plus grosses licences de propriété intellectuelle ont fusionné dans une seule et même entité qui commence à utiliser l'IA pour réduire ses coûts, quoi. Ouais, c'est de la merde, hein. Là maintenant quand même il y a un truc, il y a un genre d'instinct dans chacun de nous qui a acté le fait que là tout ça c'était finito, hein. Maintenant on se rendait compte que oui, on était dans la dystopie la plus nulle finalement, exactement. Nova Noa est une cité des océans reposant sur une immense structure tubulaire. Avec le communisme à l'échelle de la planète, on aurait fait ça, hein. Voilà. Je tiens juste à le dire, hein. Vous imaginez, toutes nos consciences seront connectées, on aurait été libérés du labeur, on serait en train de conquérir l'univers écologiquement en étant tous reliés par le hive mind archéologique, hein. Voilà, avec le communisme. Et à la place de ça, on a quoi? J'ai même pas on a Frontières Média. Voilà. On a Frontières Média et Clavicular, quoi. Et Trump, ouais, super, hein. Creuse, abritant circulation, réseau technique et flux vitaux de la cité. Après, mais oui, un côté technosolutionniste là-dedans. Mais technosolutionnisme, dans les début des années 70, ça se voyait pas la même chose, hein. Le noyau rassemble les fonctions administratives, de culture et de recherche, autour duquel se déploient des anneaux successifs dédiés à l'habitat, à la production et aux services. Les niveaux inférieurs concentrent les activités, les étages supérieurs abritent la vie résidentielle. C'est où l'étage pour les esclaves, du coup, qui font tourner tout le truc? Il y en a pas? C'est bizarre, hein. Collective. L'ensemble fonctionne comme un organisme autonome, capable d'exploiter les ressources marines, de les transformer et d'en recycler les déchets. Arcodiga est la fusion du barrage. Waouh. J'avoue, c'est ambitieux, hein. C'est ambitieux. Incroyable. C'est plutôt du techno-optimisme à l'époque, tout à fait. Techno-solutionniste, c'est en mode genre, ah merde, il y a la crise climatique, vous inquiétez pas, la technologie va tout régler. À l'époque, c'était plus en mode genre, waouh, la technologie, on va faire des trucs de zinzin avec, regardez, ça sera comme ça plus tard. Et non, c'est perdu à cause de la baisse tendancielle des taux de profit de la classe capitaliste qui met en place des politiques répressives, autoritaires et liberticides pour pouvoir tenter de conserver leur taux de profit. Bon, en fait, on se fait baiser. Merci, hein. Bah, il aurait fallu lire un peu plus Marx. Je suis communiste, je vous l'ai déjà dit. Ouais. Mais les designs sont très beaux, hein. C'est passionnant, effectivement. C'est passionnant. Et de la cité. Là où l'ingénierie érige des murs. Voilà, au lieu d'avoir ça, on a le même 6-7, quoi, voilà. On a du shitpost fait en IA sur Charlie Kirk. Et voilà. C'est bien aussi, hein, moi j'aime bien, hein. J'aime pas la société dans laquelle on vit, vraiment. Mais la critique totalement foutraque, la satire totalement foutraque et boostée à l'IA de la société bizarre dans laquelle on est en train de s'enfoncer, ça j'aime bien. De toute façon, ça c'est un truc un peu courant, hein. Souvent les contre-cultures des systèmes les plus pourris, c'est un peu les meilleurs, quoi. Typiquement, la contre-culture américaine, il y a des trucs de fou, alors que les États-Unis, c'est l'empire du mal, un peu, quoi. Pareil, l'Angleterre, économiquement, socialement, il y a un côté où c'est un peu un shit-hole, l'Angleterre. Et pourtant, en musique, ils baissent tout le monde, quoi. Voilà. Est-ce que c'est les deux faces d'une même pièce? Je ne sais pas. La cité intègre la vie humaine au cœur même de oui, ça fait penser à Mobius, faisant un peu, du barrage un système cellulaire plutôt que monolithique. L'infrastructure est habitat et l'habitat est ressource énergétique optimale pour le développement d'une grande cité industrielle. Stonebow est une cité-pont qui relie les deux rives d'un canyon, transformant la fracture géologique en axe de cohésion urbaine. La ville s'étend dans l'épaisseur du relief, offrant une stratification climatique et écologique. Chaque altitude correspond à un biotope spécifique, du plateau venteux aux zones tempérées abritées au fond du canyon. Cette diversité verticale devient un laboratoire de vie et de culture, un écosystème Il y a tridimensionnel. un côté Alt 236. Là où, sur toute cette séquence où il décrit l'archéologie en voix off, en mettant les illustrations et tout, il y a un côté un peu Alt 236. Je suis d'accord. C'est bien. Théologie est une archéologie verticale et troglodytique. À la frontière entre la science et la foi, elle réunit dans un même lieu les domaines de la géologie, de l'anthropologie, de la philosophie et de la théologie. Son organisation. Mais c'est quoi l'intérêt de faire ça sous terre? C'est stylé un peu, j'aime bien. C'est salaud de science-fiction, archi stylé. Mais c'est quoi l'intérêt de faire ça sous terre? Relie les strates géologiques aux strates de la pensée.
Oui, c'est Les l'OST de galeries Fès apparemment, j'ai abritent jamais joué des à Fès. musées, des centres de recherche et des espaces de méditation, tandis que les niveaux supérieurs ouvrent sur un centre œcuménique, symbole d'un dialogue universel entre les cultures et les croyances. Hexaedron est une archéologie de seconde génération, J'ai fondée même pas regardé les trucs en haut à gauche. Vraiment, je regarde en dilettante. C'est ma fin de live sur un live improvisé. 170 000 personnes là-dedans. Ouais. sur la clarté géométrique et la rigueur formelle. La cité est composée de 2 pyramides opposées, juchées sur des pilotis massifs, un parc se nichant dans leur interstice. Cette géométrie pure cherche la rédemption esthétique du fonctionnel. La beauté, ici, devient le lieu où la technique se sauve d'elle-même. Une architecture qui assume sa nature artificielle tout en y réintroduisant la dimension sensible de l'humain. Je pense que le mec se basait pas que sur les intérêts fonctionnels, il y a de l'hubris aussi. Bah oui, clairement, là c'est en mode genre, bah là c'est cette version-là, ça représente la droitesse de l'esprit humain. Et donc c'est droit, il y a des angles droits. Bon, j'exprime extrêmement mal ce que je veux dire, mais oui, il y a un côté où l'esthétique et le philosophique rejoignent l'architectural et le fonctionnel, quoi. Astéromo représente l'ultime extension du concept d'archéologie, son exil cosmique. La ville détachée de la Terre, transposée dans le vide sidéral, où l'architecture devient une machine à vivre totale, enfermée dans une membrane qui sépare radicalement l'être du non-être. L'archéologie devient un Mais organisme... ça c'est vraiment un truc de science-fiction, il y a un livre de Bernard Werber là-dessus, là. Ce con. C'est vrai, l'histoire c'est ça, ils vont coloniser notre planète et du coup ils doivent faire un trajet spatial qui dure genre 1000 ans, et donc du coup ils créent une espèce de mini-terre dans un grand vaisseau spatial. Le papillon des étoiles, voilà, ça s'appelait comme ça. On est d'accord, c'est exactement ça, c'est le papillon des étoiles. Hein. Je l'ai lu quand j'étais adolescent, ça. Je l'ai lu, j'avais 13 ans. C'était bien. clos. Son Bernard Werber, c'est vraiment le genre de truc, tu lis ça quand t'as 13, 14, 15 ans, t'es en mode genre quel immense banger. Et après tu vieillis, tu prends maturité et tu te rends compte que c'est quand même pas Balzac le gars. Hein. Non, force à Bernard Werber si tu nous écoutes. Juste, t'es obligé d'être aussi chauve que ça? Une biosphère autosuffisante où chaque fonction, biologique, J'arrête, là. énergétique, mentale, Mais oui, est non, en vrai, c'est, interdépendante. non, mais c'est juste que ça tourne en rond, Werber. T'as lu 2 bouquins, t'es en mode genre, ouais, stylé. Tu lis le 3e, t'es en mode genre, oui, bon, bah, grandis, évolue, frérot, là, c'est bon. Tu fais tout le temps la même chose. C'est tout le temps la même chose, tu réécris exactement de la même manière. Ça va, 5 minutes. Oui, les Thanatonautes, c'était super. T'es obligé d'en faire 17 des livres de suite, des Thanatonautes de je sais pas quoi. T'aurais pu faire les fourmis, tome 1, 2, 3, et rester là et tenter d'autres trucs à un moment donné, là. Au lieu de faire du Werber. Werber, il est à la littérature ce que Lucchini est au théâtre. On en a marre, il y en a marre, c'est tout le temps la même chose, vous nous fatiguez. Voilà. Et parfaitement ajustée. L'équilibre écologique n'est plus un idéal, mais la condition de la survie. Et parmi on se Astéro- tape, et non, mais oui, mais Bernard Werber, il y a pas de souci, mais c'est comme, voilà, c'est comme Lucchini. Lucchini, c'est un bon comédien, mais juste il me fatigue à la fin, ça va. Change, surprends-nous, allô, voilà. Romo, Et je dis ça, moi, j'ai lu Werber quand j'étais plus jeune, j'avais grave kiffé, quoi. Voilà. l'archéologie a son point de tension extrême, celle d'une humanité parfaitement responsable de son équilibre. L'expérience cosmique y rejoint la leçon terrestre. C'est en maîtrisant le plus restreint des mondes, un astéroïde habité, que l'humanité pourra enfin apprendre à habiter la Terre. C'est beau. Arcosanti Encore. est le moment où l'utopie devient expérience vécue, un laboratoire urbain à échelle humaine. L'archéologie vise à offrir une alternative concrète aux désastres urbains modernes, l'étalement, la dépendance énergétique, la dissolution du lien social. Elle réunit l'humain, la nature et la technique dans une micro-ville expérimentale où s'éprouvent les grands principes de l'archéologie. C'est une intelligence collective, un réseau d'esprits habitant la matière. Né du programme de la fondation Cosanti, créé par Paolo Soleri, Arcosanti pose sa première pierre en 1970 dans le désert de l'Arizona, à une centaine de kilomètres de Phoenix. La communauté, composée d'environ 1000... Non, mais du coup, là, il a fait un Arcosanti en vrai. Désolé, j'ai pas suivi, je regarde à côté. C'est juste, ça a enchaîné tous les trucs. Et comme c'est des trucs un peu zinzinesques sur les bords, et j'ai pas décroché, mais pas loin. Ok, ça revient un peu plus à du plus concret. Jusque là, j'étais en mode, je commençais à me laisser emporter, quoi. Voilà. Né du programme de la fondation Cosanti, créé par Paolo Soleri, Arcosanti pose sa première pierre en Ah oui, donc ça, ils l'ont vraiment fait. 1970 D'accord. dans le désert de l'Arizona, à une centaine de kilomètres de Phoenix. La communauté, composée d'environ 1500 personnes, se conçoit comme un organisme social dense,
Travail, apprentissage, production, culture et loisirs coexistent dans une super structure architecturale. Oui, ça commence comme ça, puis après c'est en mode genre on est une seule grande famille, mais du coup on fait tous des enfants ensemble élevés par tout le monde, puis ça finit en truc d'amour libre bizarre, et puis après il y a plus que du cul et ça périclite les expériences comme ça. On me la fait pas moi, je sais très bien comment c'est leur truc de hippie comme ça. Ça commence bien, c'est super, et puis à la fin, l'histoire de coucherie nique tout. C'est pour ça que le modèle patriarcal de la famille hétérosexuelle fonctionne mieux que ça. Je plaisante. J'ai commencé à faire une blague, je me suis dit attends merde, l'étape d'après de la blague c'est d'être réactionnaire. Non, j'ai rien dit. Un site de 2,4 hectares. Non, vas-y, c'est stylé, Les moi, j'aime bâtiments bien. de béton brut s'élèvent en demi-coupole, en voûte solaire, en volume sculpté par la lumière. Les formes sont dirigées par le soleil, ouvertes vers le sud pour capter la chaleur en hiver, repliées et profondes pour offrir la fraîcheur en été. Oui. On se Après, je trouve déplace- que c'est quand même beaucoup de mots et de concepts, c'est stylé, hein. Mais en gros, on parlait des maisons troglodytes semi-enterrées, autosuffisantes, écologiques là tout à l'heure. Comment ça s'appelait les homeship? C'est ça le mot qu'on cherchait? C'est homeship, je me souviens plus. Donc là, c'est homeship le terme, j'ai oublié. Earthship. C'est un genre de gros Earthship avec des gens qui vivent en communauté hippie, quoi. C'est juste ça, hein. Voilà, hein. On peut l'expliquer en 2 mots finalement. à pied à travers cool, des c'est cool, passerelles, des cours suspendus, des rues intérieures. Non, quand même. Les logements Ça va s'ouvrent plus sur loin. des terrasses communes, des jardins suspendus, des salles collectives où l'on partage le jour. Ah le bah attendez, repas. juste, qu'est-ce qui fait. C'est quoi la vraie différence entre ça et le quartier de Créteil, pas loin de Créteil-Soleil, là, entre Pointe-du-Lac et Créteil-Préfecture? C'est pareil, c'est des grands endroits où les gens vivent en communauté avec des passerelles entre les immeubles en fait. Là, c'est un peu stylé parce que c'est au milieu du désert dans l'Arizona, il y a une dimension écologique et c'est des hippies un peu allumés qui vivent dedans. Mais en vrai, c'est pareil que le truc derrière Créteil-Soleil, quoi. Non? Vous avez déjà été à la préfecture de Créteil? C'est pareil, hein. C'est le même principe, hein. Là, les trucs il y a des passerelles et des cours communes. Pour moi, c'est la même chose, hein. Les ateliers résonnent du son des cloches de bronze que la communauté fond et façonne sur place, dont les échos portent Ou au Olympiade canyon à Paris, ouais, et exactement. au-delà, dans le désert J'exagère, hein, qui s'étend à perte de vue. Ça pue autant le shit dans les deux en plus. Ouf. Bon, on est d'accord, voilà. Moi, je tourne ça en dérision, mais il y a une raison, effectivement. C'est un peu en mode, oui, bon, ok, voilà. T'en as trop pris, gros, c'est ce que j'ai à dire. Salut Krone, quand ça va? Mais après, non, mais moi, après, j'aime bien les trucs un peu zinzinesques comme ça. J'aime un peu bien. Histoire des cloches, faut aller se faire enculer. Ouais, bah après, moi, j'aime bien les trucs comme ça. Je regarde et à côté, ça me plaît. J'aime bien entendre parler de ces histoires-là. Mais oui, effectivement, à un moment donné, bon, ouais, c'est bon, redescendez sur Terre 5 minutes, les frérots. Ça va. Prenez un peu trop au sérieux, non? Bon, alors je vous avoue que quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, j'avais pas idée d'à quel point c'était original. Bon, c'est la vie, hein. il y a Ça m'a des fait choses penser à un truc. Alors, si vous arrivez à retrouver ce que c'est extrêmement précis. Mais ça m'a mis dans le même état mental de waouh, ça va trop loin, je décroche. Pour le moment, j'étais tombé sur une chaîne YouTube qui expliquait le lore de certains univers de science-fiction, un peu dans la précision. Et c'était en mode genre, je vous explique l'univers de Dune. Et c'était des trucs ultra de nerd, de niche. Et ça parlait d'un bouquin ou d'une série de bouquins qui imaginait l'évolution des êtres humains sur des millions et des milliards d'années. Et c'était totalement bizarre. Et ça partait dans des embranchements d'espèces spécifiques. Et c'était trop chelou, sa mère. Et je me suis endormi devant avec une impression extrêmement étrange. C'est les cycles Fondation? J'ai le CEA. Je sais pas si c'était Asimov. Citat d'Ockeliam en anglais, c'était en anglais. All Tomorrows, je crois que c'était All Tomorrows. Je crois que c'était ça. Ça m'a mis dans le même état de ouah, je bite rien. Ouah, ça va trop loin. J'aime bien, mais je suis en train de décrocher, quoi. Ouais, c'est un trope habituel de la science-fiction, mais je crois que c'était ça. Les futurs de l'humanité. Ouais, c'était ça, c'était All Tomorrows. Sur Alt Shift X, voilà, c'était ça la chaîne à laquelle je pensais. C'était cette vidéo-là. All Tomorrows, The Future of Humanity de Alt Shift X. J'étais en mode genre, waouh, trop stylé! 1 milliard d'années de chroniques des myriades d'espèces et de destins liés de l'homme. J'étais en mode genre, oula! Wow, ça a l'air archi zarbi bizarre. Et en fait, ça avait l'air bien. J'étais en train de m'endormir devant. Au bout de 10 minutes, j'ai décroché. J'ai commencé à m'endormir devant. Et du coup, j'en ai un souvenir extrêmement bizarre, extrêmement étrange. Et ça m'a fait penser à ça. All Tomorrows, The Future of Humanity. All Tomorrows, The Future of Humanity. De Alt Shift X. C'est pas long à lire. Le bouquin est bien. Tu l'as lu, toi, Nibaku?
Parce que juste, j'étais en mode genre, waouh, ça va être trop intéressant. Et au final, ça partait dans tous les sens, c'était imbitable pour moi. Voilà. Les bouquins dont parle la vidéo sont très cool d'ailleurs. Il y a Afterman qui est trop cool. Mais en fait, c'est super connu. Je pense que c'était niche de fou. All Tomorrows, a billion-year chronicle of the myriad species and On va pas regarder ça, mais c'était trop bizarre. En fait, ça se trouve, je me serais pas endormi devant, j'aurais trouvé ça cool. Snake People. Et voilà. Et là, le bout de la vidéo de Architecton, ça m'a remis un peu dans la même vibe que quand j'ai maté cette vidéo et que je me suis endormi devant. Voilà. Mon meilleur pote qui est fan, j'ai envie de lire. Ok. Mais oui, là, c'est en mode, ça parle de biologie, un peu, les différentes espèces qu'il aurait pu y avoir. Mais c'était trop bizarre. Mais moi, j'aime bien les trucs comme ça, en vrai. Les trucs totalement allumés, déglingos chelous, utopistes, bizarres. Même dans l'esthétique, il y a un truc avec les illustrations, elles sont un peu cursed. J'aime bien. Donc c'est pareil. Là, tout le truc de l'archéologie, oui, c'est totalement allumé, où normalement, c'est un peu ridiculeux sur les bords. Mais il y a premier degré un côté que je trouve fascinant là-dedans. Voilà. Man After Man de Douglas Nixon, ces autres livres sont incroyables avec l'illustration de BZ. De BZ. Ok. J'imagine que tout ça, c'est dans les sources de la vidéo de Alt History X. Alt Shift X, pardon. Il va y avoir les sources et tout. Je sais pas trop. New Humans, Post-Humans, Empire, All Tomorrows. J'aime bien tout ça. Du coup, je sais plus ce que je regardais sur Alt Shift X. Peut-être les trucs sur Dune et Game of Thrones. Oui, voilà, je regardais les trucs sur Game of Thrones et surtout. Et House of the Dragon et tout, les lores de plus de fantasy. Trop bien cette chaîne, hein, elle est vraiment cool. Bon, c'est un truc de gens qui aiment bien la fantasy et le lore de manière générale. Ok. Ah merde, je remets la mauvaise vidéo. Et bah putain, parce que j'y pensais, je suis en mode, mais c'est trop obscur, ça, vous allez connaître, mais en fait non, c'est pas si obscur. Ok. La biologie spéculative, c'est passionnant. Ok, c'est ça, il y a un terme précis. Et bah. Par contre, j'ai lu l'histoire de Yacoub. C'est bien aussi ça. Bon, alors je vous avoue que quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, j'avais pas idée d'à quel point c'était original. Bon, c'est la vie, hein, il y a des choses qu'on maîtrise pas. Mais qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? Un nouvel âge techno-optimiste. On peut arrêter d'être aussi fort et pertinent sur cette chaîne, s'il vous plaît. Je dis ça, je dis on parce que c'est vous et moi. Ça parlait de New Age et de techno-optimisme. On est en mode genre, oh, c'est très New Age ça. Non, c'est pas du techno-solutionnisme, c'est plutôt du techno-optimisme. Chapitre 3, un nouvel âge techno-optimiste. Bravo le pré-shot, mais bravo à vous le chat. C'est pas moi qui ai pré-shot, hein, on l'a fait collectivement. Hein. Aïe. Trop bien. C'est pour ça ils sont toujours bien les React Architecton. À chaque fois, ça se barre en couille. Sur une vidéo de 25 minutes, on passe 3 heures dessus. Vraiment, on discute, ça part un peu dans tous les sens. Mais à chaque fois, on a des belles discussions et on arrive un peu à pré-shot le truc, quoi. Trop bien. Bravo à vous. N'hésitez pas à tous vous offrir des subs les uns aux autres pour vous féliciter. Ouais. Cette idée de ville tridimensionnelle comme vaisseau compact et autosuffisant pour l'humanité, ponctuant une Terre laissée à l'état sauvage finalement, je la trouve très poétique, très séduisante. Mais voilà, sur le plan théorique, j'ai beaucoup simplifié la pensée de Soleri, qui repose sur des postulats discutables, sur un vocabulaire obscur et des emprunts douteux à des concepts scientifiques. En vérité, la synthèse entre architecture et écologie semble presque secondaire par rapport à l'objectif final de l'élaboration de ces superstructures. Sommes-nous pas nous-mêmes ici, en archéologie, le ribosanctum? Bah ouais. Ça va, Corentin? Qu'est-ce que tu veux, toi? Premier message dans le chat, le mec qui s'appelle André Runescape. Ça va, Corentin? C'est quoi ça? Ça, maintenant, tu m'expliques pourquoi tu m'appelles Corentin? Ça, tu prends un ban life, mon petit gars. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Qu'est-ce que t'as sur les Corentins? Mais non, mais c'est toi, qu'est-ce que t'as sur les Corentins? T'es agressif, tu tapes ta femme. T'es un bergeau, là, mec. Moi? Un bargeot? Qu'est-ce que tu racontes? Qui est de compacter les humains à la technologie. Là, t'as 1 minute pour te justifier de m'appeler Corentin, mais il n'y a rien à justifier. Hein. Ah là là. C'est bien. En plus, on parle de gens un peu zinzin, un peu. Voilà. On parle des gens un peu des fous du bus qui font de l'archéologie. Et bah voilà. On parlait de l'arco-symptôme. Et il y a un vrai fou du bus qui arrive. Ok, bah ciao, bisous. Final de l'élaboration de ces superstructures, le fou du qui est de compacter les humains à la technologie dans un C'est vraiment ça. Espace dense et tridimensionnel pour permettre l'émergence d'une singularité humano-technologique qui mènerait l'humanité vers un stade d'existence et de conscience supérieure. Donc voilà, le concept original d'archéologie, ça n'est pas de l'urbanisme, pas de... Krone, je suis désolé architecton, je te respecte pas, je mets pause pendant 15 plombs, mais là, on fait une toute petite pause là pour que je note les trucs et après. Si l'esthétique vous fait kiffer, lisez Blame, c'est tout. Et matez l'œuvre de Asher Giger, obviously. Asher Giger, je connais, c'est le mec qui a designé Alien et tout. Il a pas fait que ça, mais c'est vraiment très très chouette. Mais Blame, je connais pas du tout. Ah, c'est un manga seinen, du genre de science-fiction.
post-apocalyptique et cyberpunk, écrit et dessiné par Tsutomu Niei. Il a été republié au Japon dans le magazine Afternoon. Ah, j'ai Naruto en ce moment, mais je pourrais lire Blame après. C'est trop bien Naruto. Je comprends pourquoi tout le monde en dit du bien. Ok, wow, ça a l'air trop cool. Ça a l'air beau de fou en tout cas. C'est quoi ça? C'est super beau. Est-ce que c'est pas un peu le berserk de la science-fiction? Parce que ça a l'air aussi beau qu'un berserk en termes de comment c'est léché en termes de dessin. Il y a une vraie esthétique stylée. Blame est à la science-fiction, ce que Berserk est à la fantasy. Un peu oui, ok, pour de vrai. Ok. Il y a un mec qui traînait sur des forums Naruto chez Kali. Ceux qui savent, savent. J'étais sur un fan de South Park, mais pas à Naruto. C'est beau, j'aime bien. Ok, Blame, je laisse ça de côté. Intéressant. Allez, on reprend, je rembobine un tout petit peu parce que là, on n'a pas trop respecté la vidéo du camarade architecton qui est pourtant très très bien comme d'hab. Semble presque secondaire par rapport à l'objectif final de l'élaboration de ces superstructures qui est de compacter les humains et la technologie dans un espace dense et tridimensionnel pour permettre l'émergence d'une singularité humano-technologique qui mènerait l'humanité vers un stade d'existence et de conscience supérieure. Donc voilà, le concept ça me plaît un peu quand même. Original d'archéologie, ça n'est pas de l'urbanisme, pas de la sociologie, pas plus que de l'architecture ou de l'écologie finalement, c'est de la métaphysique. Ou de la très bonne SF au choix, dites-moi en commentaire si ça valait le coup de passer 2 mois à faire cette vidéo. Mais l'archéologie est aussi... Ah, ça fait très clairement SF, mais il y a un côté philosophique, on va dire, au sens large, quoi. C'est qu'il y a... Enfin ouais, c'est intéressant, quoi, mais est-ce qu'effectivement c'est tant de l'architecture que ça? Je suis pas tout à fait sûr. Là, on a pas... Depuis tout à l'heure, nous, on parle pas d'architecture, en tout cas. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Est-ce que le React... quelle discussion provoque la vidéo en React? Ça peut être une manière intéressante de voir de quoi on parle. Effectivement, d'habitude, quand on a des vidéos d'architecton, généralement, on parle d'architecture un peu. Je suis en mode genre, oh, il y a ça, le néoclassique, vous savez ce que c'est? Je connais pas grand-chose, mais ça, je connais. Je vous montre les mêmes images, là. Je vous montre toujours la cathédrale de la cathédrale du Havre. Il y a des gens qui sont en mode genre, ah, moi, je connais un peu l'architecture. Tiens, regarde ça sur Google, c'est trop cool. Et on parle d'architecture entre nous. Là, on a parlé que de science-fiction et de trucs comme ça, et d'esthétique, etc. On n'a pas du tout parlé d'architecture dans le cadre du React. Donc, effectivement, est-ce que c'est une vidéo sur l'architecture? Pas sûr. Est-ce que l'archéologie, c'est vraiment un truc d'architecture? Pas sûr. Effectivement, on a beaucoup plus parlé de science-fiction que d'architecture. On n'a même pas parlé d'architecture ou de science-fiction par l'angle de l'architecture. Moi, même pas. On a parlé de science-fiction. Mais c'est bien aussi. C'est bien aussi. Puis, de toute manière, quand on est youtubeur, il faut savoir aller un peu à droite, à gauche aussi, quoi. Je trouve. Voilà. Vous avez vu les 3 vidéos d'architecture sur la catastrophe qu'est The Line, le projet de ville futuriste en Arabie Saoudite, et les autres projets de Neom, et c'est très intéressant, je conseille. Je les ai pas vus celles-là, mais de toute façon, je conseille très vivement Architecton, c'est vraiment trop bien ce qu'il fait. En plus, il a commencé YouTube à peu près en même temps que moi où j'ai commencé YouTube. Sauf que lui, il est resté sur YouTube et il a une trajectoire, il a bien plus pété que moi. Lui, maintenant, c'est un vrai YouTuber qui fait des projets graves stylés. Moi, je suis passé sur Twitch, mais voilà, on a commencé un peu notre carrière sur Internet un peu en même temps, quoi. Et quand j'ai réacté à sa vidéo, c'est le moment où je commençais Twitch. Et j'avais déjà un peu de monde parce que je venais de YouTube. Et lui, c'est le moment où il a pété à peu près. Il avait pété une vidéo juste avant sur Assassin's Creed. Parler d'architecture à travers Assassin's Creed, Florence et tout là. Du coup, voilà, j'aime bien. Un futurisme techno-progressiste inclassable dans le développement durable. Le problème, c'est qu'il faut construire une structure colossale de fer et de béton avant même de pouvoir l'habiter, Oui. et ça, c'est une aberration écologique. Et comment en pratique les archéologies font la synthèse entre architecture, société et écologie? Eh bien, tout ça, c'est surtout du déclaratif, ça n'est pas ou très peu explicité. Attends, mais ça me dit un truc là. Ah, vous savez cette cité linéaire en construction en Arabie Saoudite à laquelle j'ai déjà consacré 3 vidéos? Voilà. Cette proximité conceptuelle entre The Line et archéologie m'était méconnue. Mais oui, The Line, sur le papier, c'est une archéologie. Ah oui, de fou. Et les destinations futuristes de Neom, nichées dans les montagnes, sous la mer ou au bord du désert, ce sont des archéologies de vacances. D'ailleurs, profitons-en pour faire un rapide point de situation Architecton, sur l'avancement de ces projets. Je mets le lien de la vidéo parce que là, vous demandez tous. Vous êtes tous très emballés. Très bien. Et du coup, je le mets. C'est ça, je mets le lien de la vidéo, c'est Architecton, histoire d'architecture, il s'appelle. Voilà, j'épingle le lien de la vidéo, comme ça vous saurez. Voilà, c'est fini. Le chantier de The Line a été discrètement abandonné, les budgets gelés sans annonce publique, la plupart des projets périphériques sont annulés, et Trojena, la station de ski, accumule les retards et n'accueillera probablement pas les Jeux asiatiques d'hiver 2029. Voilà, des milliers de morts sur les chantiers, des millions de tonnes de béton coulé et des milliards de pétrodollars engloutis pour rien. Mais qui aurait pu prédire? Bon, mais revenons à Soleri. Arcosanti n'est guère qu'une communauté autogérée, toujours en activité depuis 1907. Voilà, c'est ce que je disais, c'est une communauté autogérée de hippies dans une maison écologique Earthship, quoi. Voilà. C'est bien, c'est très bien. C'est cool en vrai, moi je trouve ça stylé. Mais bon.
Après, du coup, ma take sur c'est quoi la différence concrètement, architecturalement, entre ça et les habitations à Créteil-Préfecture, en vrai, c'était un avis pertinent, hein, au final. Ce qui est déjà un exploit en soi. L'archéologie devait être progressivement construite par imbrication de volume pour aboutir à cet urbanisme dense et tridimensionnel. Mais le chantier s'étant essoufflé dans les années 90, on a bien du mal à se projeter dans cette hyper-densité urbaine qui aurait permis l'émergence d'une singularité menant l'humanité vers un stade de conscience supérieur. Malgré tout, Paolo Soleri a su fédérer autour de lui une large communauté de fidèles, œuvrant avec ferveur pour édifier ce laboratoire urbain. Peut-être même avec trop de ferveur. Dans un article écrit par sa fille c'est un Américain, Daniela, Nicolas Sagas. l'architecte Attends, mort tu en parles de qui? 2013 est décrit comme un génie talentueux, charismatique, mais aussi comme un homme isolé intellectuellement, du rongé vidéaste. par Non, le c'est un besoin. français. Non, il est français. Pourquoi belge ou suisse, il parle comme moi? Il a dit 70 ou 90? J'ai pas fait gaffe. Oui? Ah, mais j'en sais rien, moi. Du coup, j'ai pas suivi. C'est passé quoi avec la communauté autogérée? Eh, mais c'est ce que je disais! Le cul finit par tout niquer, sexual abuse. Je l'ai dit pour rigoler. J'ai dit, ouais, ça commence comme ça, puis au final, communauté libre, tout le monde baisse tout le monde et ça finit n'importe comment. Je l'ai littéralement dit pour rigoler, c'est ce qui s'est passé. Il a dit 90. Ah, peut-être qu'il est belge, hein, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Pour moi, il était français, mais peut-être qu'il est belge ou suisse. Je sais pas, j'avoue, je sais pas. Ok. Attends, Benekentus, t'as vu le chantier de The Line? Des kilomètres de bulldozer qui terrassaient le désert? Bon, oui, ça n'a pas l'air de servir à grand chose, effectivement, dit comme ça. Ok. Fédérer autour de lui une large communauté de fidèles, œuvrant avec ferveur pour édifier ce laboratoire urbain. Peut-être même avec trop de ferveur. Dans un article écrit par sa fille Daniela, l'architecte mort en 2013 est décrit comme un génie talentueux, charismatique, mais aussi comme un homme isolé intellectuellement, rongé par le besoin de contrôle et le narcissisme. Elle décrit aussi les abus qu'elle subissait de son père, type d'abus, oui, mais l'admiration et le prestige Ok, non, dont d'accord, il après c'est des abus sur sa fille et tout, c'est pas forcément dans la communauté. Ok. bénéficiait servait de bouclier moral, et l'œuvre communautaire était utilisée comme argument pour dissuader toute critique, toute remise en question, qu'elle soit personnelle ou collective. Paolo Soleri était-il un gourou? Je vous laisse juge, il est intéressant de remarquer que son œuvre se situe à la croisée de deux courants contre-culturels des années 70, le New Age communautaire d'un côté, et de l'autre, le futurisme architectural qu'on avait évoqué dans la deuxième vidéo sur The Line, les œuvres de Super Studio, Archigram, des métabolistes japonais, toute cette clique d'architectes techno... Moi, ça classe de fou, genre... Après, bon, c'est pas des trucs qui ont vocation à être faits dans la vraie vie, quoi. En vrai, c'est une espèce d'utopie architecturale avec des grands designs, techno-optimistes et tout. En vrai, c'est classe de fou, quoi. Je trouve vraiment ça classe, quoi. C'est plus de la science-fiction, effectivement, que de l'architecture à proprement parler, peut-être. Mais je trouve ça classe de fou. Genre, je vois ça, je suis genre, waouh. Je sais pas, ça évoque une époque où les gens avaient foi en l'avenir parce qu'il n'y avait pas la crise climatique de la même manière. Ils se disaient, oh, le progrès technologique et technique, c'est comme ça que l'humanité fonctionne. On est dans une belle exponentielle là. Oh, j'ai hâte de voir de quoi l'avenir sera fait. Je sais pas, ça nous rappelle une espèce d'époque où il y avait une forme d'insouciance, pas sur la vie du quotidien. Je suis pas sûr qu'en 1969, l'occidental moyen avait une meilleure vie, plus de confort de vie que nous actuellement. Mais il y avait une capacité à se projeter dans l'avenir qui était extrêmement différente de celle qu'on a nous aujourd'hui. On est tous à moitié en booming bizarre, quoi. Vous voyez? Donc quand je vois ça, je sais pas. Déjà, il y a un truc qui esthétiquement me plaît. Puis je sais pas, ça évoque un truc peut-être à jamais disparu, quoi. Je sais pas. Archigram. Attends, du coup, c'est quoi? T'as fait un truc à The Line, t'as médicalisé la Coupe du Monde de Kiteforce là-bas. Incroyable. Non, c'était pour des athlètes blancs de 25 ans, probablement fils de gros bourgeois qui traversaient le monde pour faire du kitesurf. Interdit de soigner les ouvriers immigrés. Oh, waouh. Ok. Ah ouais. Ouais, je suis pas fier, mais c'était très bien payé. Promis dans le capitaliste, hein, mais si c'était très bien payé, tu peux bien offrir 5 subs sur la chaîne. Non, je rigole. Un peu comme tu veux. Déjà, je vois que t'es tier 2, toi. T'es sub tier 2, non, je dis ça. Des métabolistes japonais, toute cette clique d'architectes technosolutionnistes très convaincus que la ville de demain serait tridimensionnelle et hyper technologique. Les archéologies sauveront-elles la planète de l'effondrement écologique? La réponse est non. Attends, là, parce que tout le monde a dit c'est la BO de Fez, ça c'est la BO de Mass Effect, machin. C'est quoi cette BO là? J'aime trop le synthé là. J'adore les synthés comme ça. De Super Studio, Archigram, des métabolistes japonais, toute cette clique d'architectes technosolutionnistes très convaincus que la ville de demain serait tridimensionnelle et hyper technologique.
Les là là. archéologies sauveront-elles la planète de C'est la BO de Fez, ça aussi? Mais incroyable la BO. Mais là, ce synthé précis là qu'on vient d'entendre, c'est un son de synthé un peu classique. J'aime trop ce synthé là. J'aimerais bien savoir techniquement c'est quel son là. Toujours l'effondrement Fez, ok. écologique? Incroyable. La réponse est non. Comme The Line, leurs promesses d'écologie et d'équité sociale sont Quelqu'un peut m'envoyer déclaratives, ce morceau-là de jamais Fez si y en a un, vous êtes trop concrètement, fort. et ne résistent pas à l'examen critique. Alors pour lutter contre l'étalement urbain, il va falloir trouver autre chose. Si rapprocher la ville de la nature est la cause de la périurbanisation, Ok, mais ça c'est le truc de Solarpunk. J'ai vu la vidéo de Bolshevik sur ça. Ça c'est le Solarpunk. Ça c'est pas une pub à la base. Y a pas un truc où l'esthétique Solarpunk ça vient d'une publicité, du coup c'est un peu foireux dès le début? Y a pas un truc comme ça? ramener la nature dans la ville pourrait-elle être la solution? Depuis peu, Mais c'est une pub on pour des voit yaourts, c'est ça, émerger ouais. les images d'un futur résilient, joyeux et soutenable, dans lequel nature et technique ne s'opposent plus, mais coopèrent. Cette utopie a un nom, le Solarpunk. Or, des architectes pionniers sont au pied d'œuvre pour faire advenir ce futur optimiste, avec de nouvelles idées, mais aussi des prototypes construits. Le Solarpunk est-il la solution pour faire de nos villes un environnement désirable? Réponse tout bientôt dans le prochain épisode. Un grand merci à Rosetta. Intéressant ça. Non parce que le Solarpunk c'est en mode genre il y a un truc où c'est très actuel et tout, on se dit wow c'est hyper intéressant. Et au final il y a pas grand chose, c'est pas un truc qui est pas très développé quoi. Et c'est ce qu'il disait Bolshevik dans sa vidéo. Moi je trouvais que c'était pas forcément la meilleure vidéo de Bolshevik, pas parce que la vidéo est mauvaise en soi, mais parce que le Solarpunk voilà, t'es en mode genre ah il y a un truc qui s'appelle le Solarpunk. En fait c'est une pub pour un yaourt. Et derrière il y a pas vraiment ça va pas beaucoup plus loin que ça. C'est pas comme le Cyberpunk où il y a 10 000 trucs à dire dessus ou je sais pas quoi. Le Solarpunk c'est un peu en mode c'est un peu astroturfé comme concept. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve. Mais peut-être que Architecton va me faire changer d'avis par rapport à ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Stone pour avoir sponsorisé cette vidéo, profitez des 60% de réduction sur l'offre Lifetime avec mon lien en description de la vidéo. Donnez au Je Tipeee vous dis l'Architecton à très plutôt. bientôt pour une nouvelle histoire d'architecture. Bah trop bien. Elle était très bien la vidéo. Elle était super bien. Comme d'hab, de toute façon Architecton, j'ai jamais vu une vidéo que j'ai trouvé pas bien d'Architecton. Mais surtout à React, c'était bien, je passais un bon moment avec vous. Je trouve qu'on a bien rigolé. Voilà. C'est ça la BO de Fez là? Ah, c'est la full soundtrack. J'ai jamais joué à Fez, c'est bien. C'est quoi? C'est un puzzle game un peu? Ça marche comment? Expliquez-moi. Avec des mots simples, s'il vous plaît. Ça là, c'est avec des petits carrés? C'est ça Fez? Oh merde, j'ai oublié de faire mon truc pour la capsule de la VOD. Après, il va y avoir des droits d'auteur. Je sais pas si cette VOD sera uploadée sur YouTube. Peut-être pas. Mais en tout cas, si elle est uploadée, bah, et que vous avez été regardé jusqu'au bout, et que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, c'était intéressant, c'était cool, on a bien rigolé en plus. Bah, abonnez-vous maintenant.